Albert Brie disait « On trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, mais jamais pour faire la paix ». Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur Canada International. Il est 13h sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'instant de l'édition de la mi-journée. Voici les titres. Les maladies cardiovasculaires n'épargnent pas les enfants. Ce constat résulte d'une campagne de dépistage gratuite lancée par l'hôpital Chisson de Kubo dans la région du Nord-Ouest. Formation, le Cameroun à l'école de la Corée. Les futurs diplomates camerounais seront désormais initiés à la langue et la culture coréenne dans un centre approprié inauguré hier lundi par l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de Corée au Cameroun et le représentant du ministre des Relations extérieures. En matière santé reproductive, le contrôle des naissances demeure la méthode contraceptive la plus sûre, mettant les femmes à l'abri des surprises désagréables. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de la mi-journée sur Canada International avec cette note triste qui nous est parvenue ce matin à notre rédaction. Un accident de la circulation est survenu non loin de Boumiébel sur la nationale numéro 3. On enregistre 3 morts et de nombreux blessés. Les causes de cet accident, on parle d'étroitesse de la route et bien d'autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Poursuivons avec la santé, particulièrement le personnel de sages-femmes convoqué par une note le 16 septembre dernier à un atelier de renforcement des capacités qui devrait se tenir du 14 au 19 octobre et présidé par le ministre de la Santé. Les sages-femmes et maïoticiens font face à une situation désobligeante. L'atelier a été renvoyé verbalement sans préavis après le déplacement des intéressés. Ces derniers observent un mouvement d'humeur devant le ministère de la Santé. Les frais de transport, de nutrition et d'hébergement motivent ce mouvement. Les détails de cet élément avec Rachel Basseguena, Hubert Noutier. Région du Cameroun, elles fixent leur ministère de tutelle en attente de réponse. Ces sages-femmes, convoquées par une note datée du 16 septembre dernier pour assister à un atelier de renforcement de capacité prévu du 14 au 19 octobre, ne commenceront pas aujourd'hui. Ce matin, nous sommes arrivés à l'UCAC pour commencer effectivement notre atelier. Mais là-bas, une dame nous a informé que l'atelier a été renvoyé, reporté. Nous sommes donc venus au niveau de notre ministère de tutelle pour avoir l'information et se rassurer qu'elle est confirmée. Un problème pendant, ce ne serait pas une grande première selon ces dernières, mais juste le sommet de l'iceberg. Il y a un problème de mentalité. Les femmes sages sont contractualisées, oui, et elles n'ont pas le même statut que les autres fonctionnaires, par exemple comme les IDE qui sont des fonctionnaires pleins. Les sages-femmes sont des contractuels. Il y a plusieurs autres détails. Donc c'est ce qu'on voudrait que nos chefs, nos hiérarchies changent. Une situation causée par un déficit d'information et de communication dans le processus qui devrait leur permettre de comprendre que l'atelier initialement prévu pour commencer ce jour a été reporté. Trouve une solution. Le chef de département a donné des instructions pour que, effectivement, les services compétents puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de retourner déjà chez eux. Et cette formation, effectivement, aura lieu dès la semaine prochaine. On est toujours dans la dynamique de renforcement des capacités des personnels de santé. Ces sages-femmes, en dépit des péripéties vécues aujourd'hui, commenceront leur atelier lundi prochain, selon le ministère de la Santé. Dans les Bamboutos à Bouddha, une usine de transformation de manioc est partie en fumée dans la nuit de lundi. 500 sacs de farine, 2 machines modernes estimées à 12 millions de francs CFA consommées par les flammes. Les causes de cet incendie restent encore inconnues. Junior Hussein et Marius Ngassa étaient sur les lieux à Bouddha. Voici le reportage. Des décombres, jaillit encore une fumée noire. On distingue une montagne de farine, noircie et jaunie par le feu, et de nombreuses machines
abîmée par un incendie survenu hier dans cette usine de transformation du manioc à Bouda, aux environs de 1h du matin. On me dit que ça a commencé aux environs de minuit passé. Ah, il n'y avait personne pour secourir. Bon, c'est là que vous avez vu tous ces dégâts. Il n'y avait rien à faire. Oui, il n'y avait rien à faire. On a tout fait, rien. Cette usine appartient à un GIC de la localité. Les membres nous font savoir que c'est près de 500 sacs de farine de manioc consumés par le feu. 2 machines détruites par les flammes. Des pertes estimées à environ 12 millions de francs CFA. Les commerçants voisins ont tant bien que mal essayé de circonscrire l'ardeur du feu. Nous, on a souffert toute la nuit. Maintenant, on a essayé de chercher les numéros du téléphone de nos camarades du marché. On les a appelés. Avant 3 heures, 2 heures, tout le monde était déjà là. Que la maison était déjà, toute la toiture était déjà écoulée. Je me suis même blessé, le feu m'a même brûlé parce que le toit, il fallait puiser de l'eau. J'ai demandé au secours, nous étions seulement à 4. Il y a certains sous-là qui sont venus dire que donnez-nous à boire. Ils ont refusé, nous on s'est défendu à puiser de l'eau. Pendant qu'on versait l'eau sur le toit, ça se rejetait, ça nous brûlait, on fuyait. L'origine de cet incendie reste inconnue. La perte de cette usine de transformation du manioc à Bouda, dont les Bamboutos, jette plusieurs employés dans le chômage. Retour à la case départ. Parlons maintenant de ce qu'on pourrait appeler un dégât collatéral dû à la crise sociopolitique vécue dans la région du Nord-Ouest. Des corps abandonnés à la morgue de l'hôpital régional de Bamenda dans cette région. La situation dure depuis des mois. Le directeur de cet hôpital vient de publier un communiqué invitant les familles à procéder aux identifications des corps et de les enlever. Yasset Rezotanon et Annie Collins nous parlent plus amplement de ces détails. Dans le communiqué signé du directeur de l'hôpital régional de Bamenda, les 7 corps abandonnés à la morgue de son institution comprennent une tête féminine, le corps d'un bébé d'environ 2 jours et des hommes âgés entre 23 et 29 ans. Au cours de cette interview exclusive qu'il nous accorde ce lundi, le docteur Denis Samet explique l'arrêté ministériel à ce sujet. Selon l'arrêté du MinSanté de 0875, n'est-ce pas, du 1er avril 2013, il dit que les corps qui ne sont pas identifiables, qui durent plus de 60 jours, sont considérés comme abandonnés. C'est pour ça que nous avons donc pris cette responsabilité, n'est-ce pas, d'alerter encore l'opinion publique, n'est-ce pas, de venir encore regarder, n'est-ce pas, dans nos services, voir s'ils peuvent les identifier et prendre position de ce corps. Selon le même communiqué du directeur, tous les corps ont été déposés par des militaires, ce qui suscite notre curiosité. Vous savez qu'avec le contexte actuel, les difficultés de mouvement, et des fois il y a des corps qui sont abandonnés, je ne peux pas dire, soit c'était les cas de fusillade, soit c'est des cas de mort subite. Bon, ils sont au niveau dans la communauté. Bon, comme la sécurité sont toujours là pour sillonner, donc ils retrouvent des corps comme ça abandonnés. Les morguiers n'attendent que les parents des disparus pour identification et la récupération de leurs bien-aimés pour inhumation. Passé le délai du 19 octobre, la communauté urbaine de Bamenda se chargera du reste. 15 octobre 1987, 15 octobre 2019, cela fait exactement 32 ans que Thomas Sankara a perdu la vie à la suite d'un attentat au cours d'une réunion. 32 ans après cet assassinat, le verdict du procès n'est pas encore rendu. Évocation de la mémoire de Thomas Sankara, président du Burkina Faso, avec Monique Naoussi, Fossof et Henri Tinda. Effectivement, Robert Charlie-Tor Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 et est assassiné à Ouagadougou, Burkina Faso, le 15 octobre 1987. Il a alors 38 ans. Thomas Sankara était un homme d'État panafricaniste,
anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste. Il a présidé le Burkina Faso pendant la première révolution burkinabé qui a duré de 1983 en 1987 précisément. Il faut également signaler qu'il a entre autres procédé au changement du nom du pays issu de la colonisation, la Haute-Volta, pour un nom typiquement africain. Burkina Faso, littéralement, ça signifie le pays des hommes intègres. Nous allons rencontrer des Camerounais dont l'évocation du nom de Thomas Sankara suscite une histoire. Yves Macon, bonjour. Bonjour, madame. Alors, quand on parle de Thomas Sankara, quel est le souvenir qui vous revient à l'esprit? C'est un homme qui a brisé en quelque sorte les liens avec le néocolonialisme. Donc c'était un anticapitaliste. Il le dit lui-même, son combat n'est pas contre les Occidentaux, parce que même les classes sociales, les classes prolétaires en Europe vivent les mêmes situations que les classes prolétaires en Afrique. C'est qu'il veut une société égalitaire. Thomas Sankara est un président qui a montré l'exemple à suivre aux peuples africains. Mais je me rends compte aujourd'hui que personne ne le suit vraiment comme ça se doit. Parmi les Camerounais qui ont précédé Thomas Sankara dans la lutte panafricaniste, on peut citer entre autres Ruben Oumniobé, Ernest Ouandjié, Rudolf Douala Mangabel. Henri Nchinda, Monique Naoussi pour le 13h. On vous renvoie l'antenne. Merci Monique Naoussi. Rappelons qu'après l'assassinat de Thomas Sankara, c'est son ami d'enfance Blaise Compaoré qui prendra les rênes du pouvoir et va diriger le Burkina Faso pendant que 27 ans. Passons à autre chose, une nouvelle ère. Une forme d'économie s'installe dans la vie de Yaoundé, l'économie numérique. La création de la Chambre de commerce électronique et de l'industrie de la formation et de l'économie numérique a pour but précis d'apporter des propositions au niveau des pouvoirs publics dans ce domaine, mais aussi à la population entière afin de permettre à tous d'évoluer à l'ère du digital qui inonde le monde. Écoutons Paul César Ndikam Mouché, fondateur de la Chambre de commerce électronique, au micro de Rachek Basseguena et Seja Lenzebou. Du commerce électronique, de l'industrie de la formation et de l'économie numérique, afin de pouvoir apporter des propositions au niveau des pouvoirs publics concernant l'économie numérique et le commerce électronique. C'est une association qui est ouverte à tous les Camerounais. Elle permettra de sensibiliser les Camerounais sur le commerce électronique et sur les avantages qu'offre le commerce électronique à toutes les activités de la population. Bon, cette association aussi a pour objet d'apporter aussi sa contribution dans la réflexion des politiques publiques concernant l'économie numérique. Rentrons dans la région du Nord-Ouest et parlons de cette crise qui asphyxie l'Église. Au-delà de l'aspect sociopolitique et économique, le secteur religieux est affecté par l'instabilité qui perdure. Les hommes de Dieu perdent leurs fidèles dans les zones retirées et en proie aux multiples exactions. Reportage. Le sous-développement est perceptible à Bessifo-Moukan, un des villages de Bengui, chef-lieu du département de la Momo dans la région du Nord-Ouest. Ceci est dû en grande partie au mouvement migratoire des populations qui fuient la guerre. L'église presbytérienne de Meta, qui accueillait des centaines de chrétiens, est désormais presque vide les dimanches. Seuls les adultes y vont et quelques enfants qui ne partent plus à l'école. Malgré la rareté des chrétiens, le pasteur décide y rester, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est meilleur. Je préfère servir Dieu dans cette situation. Je parle avec les gens, je marche avec eux, je mange avec eux. Nous vivons la crise. Je sais que Dieu va nous venir en aide. Les offrandes sont en baisse, ainsi que les actions de grâce. En dépit de la sécheresse économique, la poignée de chrétiens ici a engagé la construction d'une nouvelle église à hauteur de plusieurs millions de francs CFA.
Un projet pour lequel le chef du village encourage ses sujets à participer. Les palais sont aussi abandonnés à Ameta. Plus de la moitié des chefs fait partie des déplacés internes. Mais comme le pasteur, le chef du village Bessi Formoukan a décidé de rester aux côtés de ces populations qui bravent la crise. Nous nous efforçons à vivre ici malgré la guerre, malgré tout. Nous mettons quand même en place des structures et j'invite nos fils d'ici et d'ailleurs à mettre la main pour la construction de cette église. Après la tenue du grand dialogue national, les habitants de ce village lorgnent le retour de la paix afin d'accueillir leurs familles devenues des déplacés internes et des réfugiés. Malgré cette disette dans les églises dans le nord-ouest, à Kumbo, dans la même région, l'hôpital de Chisson offre des consultations et dépistages gratuits aux enfants. Le constat fait état de ce que nombreux sont les enfants qui souffrent des problèmes cardiovasculaires. Retour sur les temps forts de ces 3 jours de consultation avec Mireille Flore de Fotso. C'est au total 957 enfants qui ont bénéficié des consultations et dépistages gratuits pendant 3 jours à l'hôpital missionnaire Sichon dans la région du Nord-Ouest. Ils étaient âgés entre 0 et 15 ans et durant ces consultations, sur les 485 qui ont été dépistés, il ressort que 40 ont une maladie cardiaque, 3 ont été opérés et 37 continuent le suivi. Cette maman de jumeaux apprécie cette action car le dépistage de ses enfants lui a permis de connaître leur statut. Occasion pour l'administrateur de l'hôpital, la sœur Pamela Man-Abui, de profiter pour démentir une information qui a circulé sur les réseaux sociaux annonçant que l'hôpital avait été brûlé pendant les attaques dues à la crise, notamment la section cardiologie. Et pourtant, il n'en était rien. Ces consultations gratuites et dépistages cardiaques doivent s'étendre à d'autres localités, notamment chez les personnes déplacées internes pour les aider à avoir accès aux soins de santé, a annoncé les responsables de cet hôpital. Parlons maintenant de la coopération Nord-Sud. Le Cameroun a désormais son centre d'études coréen inauguré hier à Yaoundé par l'ambassadeur de Corée au Cameroun en présence du représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Ce centre permettra aux futurs diplomates camerounais d'apprendre la langue et la culture coréenne. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Delphine Fonkouteni, Samuel Bounis. Coupure du ruban symbolique et le Centre d'études coréen du Cameroun se dévoile au public. L'institution équipée de publications, films, contenus multimédia, appareils d'œuvres d'art coréen est inaugurée ce 14 octobre à Yaoundé par l'ambassadrice de Corée au Cameroun et le recteur de l'université de Yaoundé 2, représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le choix porté sur l'IRIC pour abriter ce centre n'est pas anodin. C'est ici où se trouvent les futurs diplomates qui vont représenter le Cameroun en Corée. Donc l'IRIC est notre partenaire très important pour tous nos projets de coopération. On va continuer à travailler ensemble, main dans la main, Corée et le Cameroun. Nous allons faire de grandes choses, je suis certaine. Ce centre est le symbole de l'amitié entre le Cameroun et la Corée, vieille de 58 ans. Il témoigne également de la volonté de ce pays frère à œuvrer pour l'atteinte de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La Corée, c'est la 11e économie mondiale, dont le Cameroun, qui est en marche vers son émergence, a beaucoup de choses à apprendre de la Corée. Un centre d'études, c'est une plateforme des formations, des civilisations qui va permettre à nos étudiants, à nos chercheurs, à nos hommes d'affaires de se renseigner, de se cultiver, d'apprendre beaucoup sur la Corée. La Corée étant l'un des pays les plus performants de par la qualité de son système éducatif. Le centre d'études coréen de l'IRIC à Yaoundé au Cameroun vient monter à 7 le nombre de centres créés par la Fondation coréenne en Afrique, soit une 50aine à travers le monde.
La méthode de contraception sûre reste le contrôle des naissances. Mais aujourd'hui, bon nombre sont les femmes naïves qui s'abandonnent à l'usage de certains contraceptifs qui ont la réputation d'être nocifs pour leur santé. Entre bouffées de chaleur et dérèglement du système hormonal, elles souffrent le martyre. Mireille Flo de Fosso, Lutin Jomo font le point des idées reçues par ces femmes. Elle a préféré garder l'anonymat. Cette dame avoue avoir utilisé des méthodes de contraception et ceci n'a pas été sans conséquence. Le stérilet, elle est fiable à 99%. Aujourd'hui, la vie devient de plus en plus cher et ça fait en sorte que il faut penser vraiment à coucher des enfants désirés. Il y a une panoplie de contraceptifs proposés aux femmes pour contrôler les naissances. Je n'ai pas eu de problème avec la pilule. C'est vrai que quand moi j'allais à l'hôpital, là où je prenais les pilules à l'hôpital, le médecin me disait que moi je suis parmi les personnes qui n'ont pas de problème parce que les femmes, beaucoup se plaignent qu'elles ont mal à la tête, elles avaient les problèmes de poids et elles avaient les migraines quoi. Bon, moi j'ai pas eu de problème. Peut-être que moi je me dis qu'elles ne respectaient pas la façon de prendre. Ceci n'est pas toujours bien perçu par quelques personnes qui pensent que les méthodes contraceptives non seulement créent un dysfonctionnement dans le système de reproduction de la femme, et parfois dans tout son organisme. Ce qui fait souvent problème avec certaines femmes, c'est que quand elles veulent prendre la pilule, elles font l'automédication. Elles doivent aller auprès d'un médecin agréé qui va consulter et puis il va lui conseiller la pilule qui lui convient. C'est ça qui crée les problèmes. Lorsque vous allez vers un médecin, on vous donne une pilule adéquate par rapport à votre organisme, vous n'aurez jamais de problème. J'ai pris la pilule parce que je ne voulais pas faire les enfants lorsque je partais à l'école. Le choix d'un contraceptif se fait au préalable après des examens pour éviter des effets secondaires désagréables. Ce qui va pour X n'est pas forcément bien pour Y, nous a confié une sage femme. Il est toujours bien de contrôler les naissances, ceci permet au couple de choisir le nombre d'enfants désirés. Le programme national de développement participatif Antenne DDA va réceptionner certains projets exécutés dans l'arrondissement de Ngambé dans le cadre de l'accompagnement et le suivi des communes pour l'aménagement du cadre de vie des populations. Les détails avec notre correspondant permanent dans la Sanaga maritime et l'Union Ekili, Christian Bok. Voici l'équipe qui a désormais la charge de promouvoir les actions du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN dans l'arrondissement de DA 1er. La sous-section Sorminkougi vient de prendre ses fonctions. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare officiellement installé à vos fonctions respectives. Dynamisme sur le terrain, respect de la hiérarchie et proximité des populations qui sont là quelques recommandations de la présidente de section d'arrondissement DDA 1er à la nouvelle équipe. Vous savez que notre parti est jeune, donc pour son déploiement et pour son implantation, il est important que nous recrutions le maximum des membres. Donc les sous-comités d'arrondissement ont cette responsabilité-là. Ils doivent également assurer une bonne visibilité des actions complètes et visibles sur le terrain. Avec ses 20 000 habitants enregistrés, la sous-section Sorminkougi est la plus grande de la ville. Le travail se veut rude. Nous ferons le porte-à-porte afin d'amener ceux qui sont encore les sceptiques à rejoindre le parti, afin de pouvoir implémenter plus de comités de base pour que nous puissions changer la vision de notre ville, la vision de notre pays. Une installation ponctuée par la présence massive des militantes et militants cadres du parti venus encourager leurs nouveaux hommes. Je leur dis que nous sommes à la veille des échéances très importantes, des échéances locales, et que nous devons tous nous mobiliser et mobiliser tous nos proches pour que la victoire nous revienne le moment venu. Cet agenda du bureau d'arrondissement de DA 1er du parti PCRN entend sillonner tous les quartiers en installant des nouveaux hommes convaincus et dévoués aux idéaux de leur leader Kabralibi. Vous venez plutôt de suivre l'installation du bureau du parti de Kabralibi, le PCRN a aidé. Poursuivons cette édition de la mi-journée en éducation. L'année académique est sur les rails à l'École supérieure des sciences de la finance, de l'assurance et des risques de Mendon à Yaoundé. Ils sont une quarantaine d'étudiants embarqués dans le train de l'année 2019-2020 dans cette école première du genre en Afrique centrale en matière
matière de formation des cadres en actuariat, en ingénierie financière, en statistique, en big data et système d'information. D'autres informations dans ce plus vieux reportage signé Delphine Fonkoutene, Serge Alézibou. La crème d'étudiants sélectionnés pour poursuivre leurs études à l'École supérieure des sciences de la finance, de l'assurance et des risques de Yaoundé Omnisport. Une école dont les caractéristiques aguichent plus d'un. Ils ont les filières qui m'intéressent, notamment actuariat, statistique et big data. Et puis avec les cours qui ont commencé depuis déjà 2 semaines, je me rends compte que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. I think that SFAR is a good environment and as well as a right place to be. Ils sont une quarantaine d'étudiants au total enregistrés pour cette année académique dans les filières actuariat, ingénierie financière, statistique et big data, système d'information. Des modules qu'on ne retrouve qu'à l'ESFAR, l'école qui forme des cadres pour des métiers innovants. Les data scientists, ce sont des ingénieurs issus des big data que nous formons. Toutes les sociétés seront obligées de s'arrimer et de recruter des data scientists. Cette institution qui forme des têtes bien faites, en donnant aux apprenants des outils et moyens qui garantissent leur insertion professionnelle, innove cette année pour le plus grand bonheur de ses étudiants. Cette année, nous ouvrons nos masters d'ingénierie financière et d'actuariat. Nous avons attribué 4 bourses d'excellence aux étudiants du master. Et nous ouvrons cette année nos offres de formation continue à destination des cadres d'entreprise. Des innovations qui permettront davantage à l'ESFAR de faire l'école autrement. L'année académique passée a été positive. Nous avons eu presque 100% de réussite dans les classes supérieures. Nous avons 3 de nos étudiants qui ont été sélectionnés par l'université Paris-Sud. Et nous avons également tous les étudiants qui ont été pris en stage dès la première année par les entreprises. L'École supérieure de la finance, de l'assurance et des risques, c'est un corps enseignant compétent et performant, un cadre propre et sécurisé pour de brillantes études. C'est avec ces réclames, mesdames et messieurs, que nous fermons ce journal de la mi-jeunesse du Canada international. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir prêté vos yeux, vos oreilles. Bon après-midi à vous. Au revoir.